président tanzanien John Magufuli a publiquement mis en doute dimanche les données officielles du coronavirus dans son pays, l'appelant à enquêter sur des irrégularités présumées dans le laboratoire national. Malgré l'annonce de João Lourenço, le président angolais, de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 10 mai, 17 des 18 provinces angolaises bénéficient d'un déconfinement pour n'avoir enregistré aucun cas de nouveau coronavirus. Le Premier ministre ivoirien est arrivé ce dimanche matin à Paris. Gon Coulibaly est allé pour un contrôle médical. Selon son entourage, on en parle au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Le président tanzanien John Magufuli a publiquement mis en doute dimanche les données officielles qui proviennent sur le coronavirus dans son pays, appelant à enquêter sur les irrégularités présumées dans le laboratoire national. Ce pays d'Afrique de l'Est qui a annoncé son premier cas le 16 mars en compte désormais officiellement 480, dont 16 morts selon le dernier bilan publié mercredi. Mais l'opposition continue d'accuser les autorités de dissimulation et de ne pas prendre au sérieux cette épidémie. On écoute le président tanzanien. Lorsque nous avons prélevé un échantillon de papaye pour un test Covid-19, nous avons appelé l'échantillon Elisabeth Anne, 26 ans, femme. Le résultat est positif. Cela signifie que les liquides contenus dans la papaye sont positifs au coronavirus, ce qui est totalement insensé. Si vous, les chefs religieux, ne vous sentez pas à l'aise ou en sécurité pour aller à la mosquée ou à l'église, restez chez vous avec votre famille et laissez ceux qui sont prêts à y aller pour prier Dieu le faire, plutôt que d'essayer de vous verrouiller les portes. Nous allons envoyer notre avion pour aller chercher les médicaments afin que nos citoyens puissent eux aussi en bénéficier. En tant que gouvernement, nous travaillons donc sans relâche, jour et nuit, pour soutenir notre peuple. Si nous empêchons notre peuple de jouer au football ou de faire du sport, c'est comme si nous voulions qu'il soit affecté par le coronavirus, par ses implications. J'attends donc que mon équipe d'experts en santé me conseille à ce sujet. Si possible, nous devrions permettre à notre ligue de football de continuer. Malgré l'annonce de João Lourenço, le président angolais, de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 10 mai, 17 des 18 provinces angolaises bénéficient d'un déconfinement pour n'avoir enregistré aucun cas de nouveau coronavirus. Seule la province de Luanda, la capitale du pays, reste confinée. Des créneaux ont été mis en place pour permettre au commerce de rouvrir et le port du masque de protection est désormais obligatoire dans toute la province, sous peine d'être arrêté et de devoir payer des amendes. Angola aujourd'hui compte 35 cas de Covid-19 qui ont été donc confirmés, qui ont déjà enregistré également des décès. On écoute quelques citoyens angolais qui apprécient la mesure. La population de Kazanga a encore des lacunes à utiliser le masque. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ce geste et nous nous sommes rendus compte que plusieurs personnes n'arrivent pas à s'en payer faute de moyens. Nous leur offrons donc ces masques afin qu'ils se protègent et pour éviter la propagation de cette maladie mortelle dans nos corps. Notre travail est aussi maintenant de contraindre nos passagers à porter un masque lorsqu'ils montent. Ceci pour se protéger, c'est une protection pour nous tous, oui. Même la police est en train de l'exiger et si un client n'en a pas, c'est le chauffeur qui sera sanctionné. Mais nous nous plaignons ces 3 jours qu'on nous a donnés en guise d'allègement pour qu'on puisse venir vendre nos produits ne sont pas suffisants, surtout avec les heures qu'ils nous ont fixées. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est arrivé ce dimanche matin à Paris. Il y est allé pour un contrôle médical. Pour plus de précisions, suivons ce reportage. Candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly s'est rendu ce samedi en France pour un contrôle médical.
Selon un communiqué de la présidence ivoirienne, il ne s'agit pas d'une évacuation. Le Premier ministre va bien, il va passer des examens dès ce lundi pour être de retour dans une semaine. Il aurait dû faire ce contrôle le 15 avril dernier. Il ne s'agit pas d'une évacuation, explique une source à la présidence ivoirienne. Son intérim est assuré par Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense. Âgé de 61 ans, Gan Coulibaly, qui a subi une opération du cœur il y a plusieurs années, a présidé ce vendredi des cérémonies du 1er mai à la primature. Fin mars, il s'était autoconfiné après avoir été récemment en contact avec une personne positive du Covid-19, mais avait repris une activité normale par la suite. Gan Coulibaly a été désigné candidat du parti du président Alassane Ouattara, qui a annoncé début mars sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. À noter que son voyage intervient alors que les frontières sont fermées aux personnes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété en Côte d'Ivoire pour lutter contre la pandémie. Exercer la profession du journalisme en Algérie n'est pas aisé. La liberté de la presse et d'expression se dégrade dans le pays de jour en jour. Journalistes emprisonnés, médias censurés, c'est le tableau que présente aujourd'hui la presse en Algérie. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse dimanche, plusieurs ONG et partis ont exhorté les autorités algériennes à mettre fin aux poursuites judiciaires et à libérer les journalistes emprisonnés, dont Khaled Drarini, devenu à son corps défendant, symbole du combat pour la liberté de la presse. À un moment où tous les regards au niveau national et international scrutent la gestion de la pandémie de Covid-19, les autorités algériennes consacrent du temps à accélérer les poursuites judiciaires et les procès contre les militants, les journalistes et les partisans du mouvement du Irak, a déclaré la directrice d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les défenseurs de la liberté d'expression dénoncent également le harcèlement ciblé des médias indépendants dont certains sont accusés par les autorités d'être financés par des organisations étrangères. 3 médias en ligne algériens actifs dans la couverture du Irak ont été la cible de censure. 2 sites du groupe Interface Média, Maghreb Émergent et la radio Web Radio et le site d'information généraliste Interligne. Des journalistes et des militants pour la démocratie sont enfermés sous des motifs aussi divers que variés. Ces initiatives liberticides relèvent du même objectif qui est de faire taire les Algériens et de leur signifier que les 56 semaines du Irak n'étaient qu'une parenthèse, estime un chroniqueur. Selon le dernier classement de Reporters sans frontières, l'Algérie occupe la 146e place sur 180 pays. Les autorités démentent toute entrave assurant au contraire, par la voix du ministre de la Communication, que l'État algérien soutient puissamment la liberté de presse. Au Togo, c'est reparti pour le président Faure Gnassingbé. L'homme a été investi ce dimanche pour un 4e mandat présidentiel. Ceci après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 22 février dernier. Devant la Cour constitutionnelle, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a prêté serment pour un 4e mandat. La cérémonie s'est déroulée en 3 temps, en présence des présidents d'institutions, membres du gouvernement et les diplomates. Elle fut d'abord marquée par la prestation de serment du président Faure Gnassingbé, qui a ensuite reçu le collier du grand maître de l'ordre du Mono et le drapeau national. S'en est suivi le moment du discours du président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, qui a mis en garde ceux qui seraient encore tentés de contester les résultats du scrutin du 22 février dernier. Réagissant à la cérémonie de ce dimanche matin, le candidat de la dynamique Podzro, en liberté sous contrôle judiciaire avec d'autres cadres de son mouvement, a écrit sur son compte Twitter « Triste journée pour les Togolais qui continuent leur chemin de croix malgré leur ferme volonté de se construire une nouvelle trajectoire de vie. » Arrivé en 2e position avec 19,46% des voix, Agbeyome Kodjo n'accepte toujours pas les résultats. Après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle au Mali, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale, ceci pour leur installation.
La Cour constitutionnelle du Mali a rendu public jeudi dernier les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril où le taux de participation était de 35,25%. Après la proclamation de ces résultats, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale du Mali pour leur installation. Celle-ci sera convoquée pour l'élection de son président. Récemment réélu député, Isaac Sidibé, le président de l'Assemblée nationale sortante, est candidat à sa propre succession selon ses partisans. En 5 ans à la tête de l'Assemblée, l'homme de 74 ans a tissé des réseaux et obtenu un bilan, selon ces mêmes partisans qui ont commencé une campagne plutôt discrète. Face à lui et à l'intérieur du parti présidentiel du Rassemblement pour le Mali, 2 autres candidats. D'abord Moussa Tembine, premier vice-président sortant de l'Assemblée, qui veut, selon ses proches, symboliser le renouveau au sein de l'hémicycle. Battu lors de la proclamation des résultats provisoires, il a été déclaré finalement vainqueur en commune 5 de Bamako par la Cour constitutionnelle. Moussa Tembine aurait de solides soutiens même en dehors du parti. Autre candidat déclaré au Péchoua, Mamadou Diarra-Souba, actuel questeur de l'Assemblée nationale. Réélu dans son fief de la localité de Diola, il veut, entre les 2 premiers candidats, être l'homme de la 3e voie avec, selon son entourage, une diplomatie parlementaire plus active. Au Sénégal, le président Macky Sall a prolongé une nouvelle fois jusqu'au 2 juin prochain l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche l'agenda du chef de l'État. La pandémie de coronavirus est relativement contenue au Sénégal, qui a déclaré officiellement 1182 cas de contamination et 9 décès depuis le 2 mars dernier, selon un nouveau bilan communiqué ce dimanche. Pour combattre le Covid-19, les autorités sénégalaises ont décidé de prolonger jusqu'en juin l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier et assorti d'un couvre-feu nocturne. Mais elles mettent en garde contre le risque persistant d'une contagion étendue à laquelle le système de santé ne serait plus en mesure de faire face. Elles ont fermé les frontières et les écoles, interdit les rassemblements et les prières collectives ainsi que la circulation entre les villes. Les autorités ont aussi imposé le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, les commerces et les transports et viennent d'ordonner la fermeture des marchés à Dakar les samedis et dimanches. Mais elles se sont gardées jusqu'alors d'imposer un confinement total, difficilement envisageable quand une bonne partie de la population vit au jour le jour. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.